Thierno Bachir Muntaga Dakhatal. Toute la famille omarienne s'était mobilisée pour l'accueillir. Le président Adama Barrow était à Louga pour recueillir des prières auprès du khalife général de la famille omarienne. C'est un reportage de Sedina Lufal. Le président Adama Barrow est arrivé un peu avant midi au domicile du khalife général de la famille omarienne à Louga. Accompagné de la première dame et de son conseil spécial, Adama Barrow a été accueilli par toute la famille omarienne. Étaient également présents des responsables de la région de Louga, des autorités administratives et locales, des imams et notables. Prenant la parole, le président gambien a remercié le khalife Thierno Bachir Muntaga Dakhatal pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le Sénégal a joué un rôle important dans le dénouement de la crise en Gambie, a rappelé Adama Barrow. Le président gambien a magnifié l'implication du président Macky Sall qui a abouti au respect du choix souverain du peuple gambien. Le président Macky Sall qui a œuvré pour le retour de la démocratie en Gambie, a-t-il ajouté. Le président Adama Barrow a réaffirmé devant le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Muntaga Dakhatal, sa volonté de travailler au raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Je suis venu ici à Louga recueillir des prières auprès du khalife général de la famille omarienne à l'entame de ma mission, dira le président Adama Barrow. Le khalife général de la famille omarienne s'est réjoui de cette visite du président Adama Barrow. La famille Tal œuvre et a toujours œuvré pour le rayonnement de l'islam, ce qui est reconnu partout à travers le monde, a souligné le khalife. Thierno Bachir Muntaga Dakhatal a remercié le président Macky Sall pour tous les actes posés à l'endroit des familles religieuses, mais également pour son soutien au peuple gambien. Le khalife général de la famille omarienne a prié pour le renforcement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Le Sénégal et la Gambie constituent un même peuple, dira-t-il. Thierno Bachir Muntaga Dakhatal de rappeler les liens qui existent entre le président Adama Barrow et la famille omarienne. Le khalife a montré sa satisfaction. Il a remercié les populations de Louga pour leur mobilisation. À l'issue de la visite, des cadeaux ont été offerts au président gambien Adama Barrow par la famille omarienne. Hier, le président Barrow s'était rendu à Diamniadio avec le Premier ministre. Il a visité les chantiers du pôle urbain, des logements sociaux, parcs industriels en passant par le centre de conférence Abdou Diouf. C'est un reportage signé Thierno Amadoussi. Diamniadio, incontournable pour tout hôte de marque à Dakar. Un pôle urbain en construction très avancé. Le président Barrow, au premier jour de sa visite, malgré un calendrier chargé, est venu voir une ville presque prête à accueillir ses habitants. Avec le Premier ministre, au projet Jetran, plus de 400 appartements sont habitables. Mais à Diamniadio, il n'y a pas que le logement. Le cortège avance pour découvrir d'autres facettes de Diamniadio. Ici, il y a des lieux de travail. Le président gambien a vu un parc industriel dont la première phase terminée peut accueillir 15 000 postes de travail. Maintenant, cap sur un centre unique en Afrique de l'Ouest, le président Adama Barrow découvre ici l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation. À côté des chercheurs s'impose le centre de conférence internationale Abdou Diouf. Le Premier ministre et l'hôte du Sénégal ont visité le Joyau, une plateforme qui permet au Sénégal de s'ouvrir au monde pour accueillir des rencontres de grande envergure. Cette visite de la plateforme de Diamniadio, qui s'achève à 19h45, avait débuté à 17h45. Le président Adama Barrow a marqué sa satisfaction sur le livre d'or avant de quitter cette future cité d'attraction du Sénégal. Le président gambien Adama Barrow en visite officielle au Sénégal. Nous reviendrons sur d'autres temps forts de son séjour. Le gel des importations de riz entier, c'est la décision prise par l'État pour permettre aux riziers d'écouler leur stock. Autre mesure pour les accompagner, le déroulement d'une campagne de promotion du riz local. C'est ce qui ressort de la réunion du comité riz du commerce, riz du ministère du Commerce au Moubalé. Il est reconnu que le Sénégal a fait d'importants progrès en termes de production de riz. Le grand défi reste l'écoulement du produit sur le marché local. Ce comité qui réunit toute la chaîne de valeur veut accélérer la donne
pour une bonne promotion du riz local. Et cela passe par une stratégie de communication bien coordonnée. Et ce plan de communication, nous félicitons la SAED qui s'est déjà engagée dans son budget de réserver une partie significative pour la prise en charge de ce plan de communication, et naturellement les services du commerce aussi apporteront leur contribution pour que nous puissions avoir une très bonne communication du riz sénégalais. Mais en définitive, ce sont les opérateurs privés, les riziers notamment, qui doivent mettre en place des plans de communication pour vendre leurs produits. L'autre mesure consensuelle pour accompagner la politique de commercialisation du riz local est le gel des importations du riz entier. C'est la suspension de l'importation du riz entier, sous quelque forme que ça puisse être. Et cette suspension, naturellement, nous permettra d'écouler l'essentiel des 6212 tonnes de riz qui sont aujourd'hui dans ce stock, et également les 3000 tonnes de riz entiers qui sont déjà détenus par les commerçants. Notre pays, le Sénégal, va mettre en place le système de récépissé d'entrepôt, le SRE, qui aujourd'hui fait partie des critères de notation de la Banque mondiale dans le Doing Business. Le projet de loi est quasiment achevé et dans les prochaines semaines, dans les diligences demandées par le Premier ministre au ministère en charge du commerce, c'est l'inscription assez rapidement dans l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce projet de loi et son vote au Parlement, puisque le 31 mars est la date. Donc cela veut dire également que les opérateurs économiques demain peuvent avoir des entrepôts de stockage et faire partie aussi de cette plateforme et pouvoir stocker, que ce soit le riz blanc ou le riz paddy, et permettre justement à la chaîne de valeur de pouvoir mieux travailler. Dans cette dynamique d'accompagner les acteurs du riz local, le ministre annonce que l'ensemble du stock a été acheté par les commerçants. Il ressort également des conclusions de ce comité, la mise en place de données statistiques pour plus d'efficacité et de transparence dans la démarche. Dans le cadre des tournées annuelles qu'elle effectue sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'Élevage a séjourné pendant 2 jours dans la région orientale. Le bilan des activités de l'année 2016 et la feuille de route de l'année en cours ont été présentés à Aminata Mbengue Ndiaye. C'était au conseil départemental de Tambacounda, Thiorodia. Chefs de service régional, chefs de projet et programme et les différents directeurs du ministère de l'Élevage ont présenté leur nouvelle feuille de route pour l'année 2017. Premier constat de la tutelle, le taux de vaccination du cheptel reste encore faible à Tambacounda. Alors, des changements doivent s'opérer pour renverser la tendance. La région de Tambacounda vient de nous dire que définitivement ils veulent faire la campagne de septembre à partir du mois de septembre, parce que c'est la période la meilleure en tout cas pour faire la vaccination sur le cheptel. Nous en avons tenu compte parce qu'il faut bien qu'on prenne en charge et en compte les réalités de chaque milieu. Pour booster la production laitière et geler les importations, de nouvelles mesures ont été prises. L'essentiel de notre production qui est de 217 millions, qui a progressé bien sûr en 2016 avec les dernières évaluations, cette production nous vient essentiellement pour la moitié de nos vaches qui produisent 2 à 3 litres de lait par jour. Ce n'est pas suffisant et c'est pourquoi le Sénégal a pris des mesures, le gouvernement du Sénégal, tendant à augmenter notre production laitière et diminuer ainsi la facture laitière, sinon même supprimer carrément les importations d'ici à 10 à 20 ans. Et on espère que c'est quelque chose de possible à travers le plan Sénégal émergent. Pour éclairer la lanterne des éleveurs sur les difficultés liées à l'application effective de la loi sur le vol du bétail, le ministre a recueilli l'avis d'un spécialiste du droit. Dans les peines qui sont appliquées à l'occasion donc au niveau des tribunaux, en tout cas, les gens ne s'y retrouvent pas. Donc le chef de l'État nous a demandé de revoir avec les professionnels du droit, avec l'Assemblée et avec les acteurs de l'élevage, les professionnels, ce qu'il y a lieu de faire comme nouvelle proposition pour qu'il n'y ait plus d'équivoque par rapport à l'application de la loi. Lors de ce CRD, l'arrêté ministériel relatif au transport hippomobile a été présenté aux éleveurs. Le cheval, l'âne, joue un rôle extrêmement important du point de vue économique au niveau des exploitations familiales. Dans le transport urbain, dans le transport même entre villages, il joue un rôle extrêmement important. Et c'est pourquoi le gouvernement a pris cet arrêté interministériel qui porte sur la réglementation des transports à traction animale, véhicules à traction animale, et qui donne vraiment toutes les informations requises et l'ensemble également des mesures qui sont prises pour protéger l'animal.
Le ministre de l'Élevage exhorte les populations à adopter une démarche inclusive. Elles doivent surveiller tous les chantiers des projets et programmes en cours dans la région pour s'assurer de la bonne qualité des réalisations effectuées dans leur localité. Je vous le disais dans les titres, l'invité du 20h est le directeur de l'Office des forages ruraux, Lassana Gagny-Sakho. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur ce plateau donc pour nous parler de cet événement. C'est le président de la République qui va lancer dimanche, le 5 mars, le volet hydraulique de la phase 3 du PUDC. C'est à Ngoufat, dans la région de Louga. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce projet? Ce projet est une concrétisation de promesses tenues pendant les campagnes électorales. Les populations avaient 3 doléances principales. La première c'était l'eau, la deuxième c'était l'eau, la troisième c'était l'électricité. Ngoufat, c'est 251 forages à réaliser sur une période de 12 mois. Ngoufat, c'est près de 1000 km de bornes de réseau d'adduction d'eau. Ngoufat, c'est 181 châteaux d'eau. Mais Ngoufat, c'est surtout le prélude à la fin des problèmes d'accès à l'eau potable des populations du monde rural. C'est à cet effet que ce programme est d'une importance capitale. Et je pense qu'au bout de 12 mois, nous arriverons à ne plus parler de problèmes d'accès à l'eau potable des populations dans le monde rural. Et tout ça a pour sous-bassement l'équité sociale, qui est le fondement de la politique de gouvernement de la République du Sénégal. Et jusqu'ici, donc, on a connu quelques projets. Alors, qu'est-ce que celui-ci va changer en termes, disons, d'amélioration des conditions de vie de ces populations? Celui-ci apporte un changement majeur. Les projets du PUDC étaient pilotés par le PNUD. Et dans ce cas particulier, ce projet va être piloté par une institution publique qui est l'Office des forages ruraux. C'est un changement majeur, je pense, qui est très important. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout arriver à ce que ces femmes, ces enfants qui marchent des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau potable, que cette problématique disparaisse à jamais et que le problème d'accès à l'eau ne soit plus un luxe pour les populations du monde rural. Et je pense que c'est ça aussi le fondement de l'Office des forages ruraux. Dans la vision, c'est un foyer au point d'eau potable. Ça peut être quelque chose de banal pour quelqu'un qui vit dans les villes, mais avoir un robinet dans le monde rural, c'est quelque chose qui devrait être une banalité, mais malheureusement c'est un luxe. Et je pense que c'est tout ça le fondement de la réforme de l'hydraulique rurale au Sénégal. Alors donc c'est une nouvelle ère, hein, si on peut dire, donc, pour le monde rural. Et de façon globale, quelles sont les perspectives de l'hydraulique rurale dont vous parliez tout à l'heure au Sénégal? Les perspectives de l'hydraulique rurale au Sénégal, c'est avoir un taux d'accès de 100% sur un horizon de 3 ans. Nous y travaillons. Les perspectives de l'hydraulique rurale, c'est que les populations de Thiès, de Kaolack, de Kaffrine, tout le bassin arachidier, que ces problèmes de salinité, ces problèmes de fluor dans l'eau disparaissent. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui sur des problèmes structurants. Mais les perspectives, c'est également les îles de la Casamance. Nous parlons toujours de fleuve Casamance. C'est pas un fleuve en fait. C'est un bras de mer avec de l'eau salée. Que tous ces problèmes disparaissent. Et je pense que l'avancée la plus importante dans ce projet qui sera lancé sur Ngoufat, exécuté sur 2 ans, c'est que la région de la Casamance naturelle, qui a toujours été laissée pour compte, va bénéficier d'un programme spécial de 40 forages à faire sur une période de 12 mois. C'est jamais arrivé au Sénégal. Je pense que nous avançons, mais nous avançons certainement dans la résolution de tous ces problèmes sociaux au niveau du monde rural. D'accord. Alors vous étiez sur ce même plateau il y a quelques mois pour nous parler de quelques projets que vous avez déroulés entre-temps. Alors quel est le bilan 2016 de l'OFOR? Mais le bilan 2016 de l'OFOR, c'est que en 2 ans, nous sommes arrivés à donner de l'eau potable. Quand je dis de l'eau potable, c'est de l'eau dans les maisons à 700 000 Sénégalais sur 2 ans. Mais c'est seulement un prélude. Je n'aime pas forcément regarder le passé, mais c'est ça. Mais c'est également une délégation de service public qui a été mise en place dans ce qu'on appelle les régions de Thiès, de Fatick et de Saint-Louis, où les populations de ces zones ne connaissent plus le problème d'accès à l'eau. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler dans le futur. C'est le problème du prix, mais c'est surtout le problème de la qualité de l'eau dans le monde rural. Nous devons passer d'une approche où
où la perspective c'était donnons-leur de l'eau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donnons-leur de l'eau potable, mais dans les maisons. C'est pour ça que notre vision LOFOR, c'est un foyer, un point d'eau potable. Et c'est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui a placé sa politique dans tout ce qu'on appelle équité sociale. L'eau, qui est un luxe dans le monde rural et une banalité dans les zones urbaines, devrait arriver à être une banalité dans les mondes ruraux. Je pense qu'on y arrivera le jour où nous cesserons de parler d'hydraulique urbaine, d'hydraulique rurale et d'hydraulique urbaine, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Donc l'information que vous nous livrez ce soir, c'est que c'est désormais l'OFOR qui va gérer la phase hydraulique, disons, du PUDC. C'est l'OFOR qui prend en charge le pilotage de la phase 3 du volet hydraulique du PUDC. On garde le nom PUDC qui est très important, à mon avis, parce que c'est un programme spécial d'équité sociale, mais c'est l'OFOR, l'Office des forages ruraux, une institution publique de la République du Sénégal qui va piloter cette phase. Je pense que c'est très important. En termes de défis, c'est également important. Je pense qu'on doit arriver à montrer qu'institutions publiques ou privées, nous devons arriver à être performants. Et je pense que c'est à ce niveau seulement que nous arriverons à vraiment atteindre l'émergence. Merci Lansana Gagné-Sarr, directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux, qui était sur ce plateau pour nous parler du lancement dimanche à Ngoufat, dans la région de Louga, du volet hydraulique de la phase 3 du PUDC. Ce sera avec le chef de l'État. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, cher. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Merci. Dans la suite de cette édition, les préparatifs de la célébration de la Journée internationale de la femme, les organisations et groupements de femmes se mobilisent autour de Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Les aspects liés à l'organisation et au panel ont été revus, moment saisi par les femmes de Dakar pour rendre un vibrant hommage au président Macky Sall pour ses actions en faveur de leur autonomisation. Abasso. 8 mars, une date, un rendez-vous avec les femmes qui doivent célébrer la journée qui leur est dédiée. Le ton est donné devant leur ministre de tutelle, à l'écoute des organisations des femmes de la région de Dakar qui doivent accueillir leurs sœurs venues des 13 autres régions du Sénégal. Elles ont unanimement exprimé leur gratitude au président Macky Sall et elles ont promis de relever les défis de l'autonomisation, la preuve par les résultats obtenus dans plusieurs domaines et secteurs. Transformation, fruits et légumes, savonnerie, yep. Nous souhaitons des séances de renforcement de capacité pour que nous soyons mieux imprégnés sur les politiques de développement. Pourquoi pas les femmes? Et c'est à nous maintenant, à notre tour d'être renforcés, de nous aider pour pouvoir nous aussi, pourquoi pas faire comme les hommes. Les femmes veuves et celles vivant avec un handicap veulent assurer un sursaut collectif en jouant leur véritable rôle. Mais nous attendons beaucoup sur ces travaux techniques de panel, où on va partager, échanger, pour pouvoir prendre des recommandations et essayer de partager des expériences et des autres dans le cadre d'améliorer ou d'encourager certaines femmes. En direction de la Journée internationale de la femme, l'heure est à l'échange sur le thème qui interpelle les femmes dans un monde du travail en pleine évolution, Planète 50-50 d'ici 2030. Parce que l'emploi informel est un emploi. En Afrique, depuis 2000, 59% des activités du secteur informel sont assurées par les femmes. 57% par la main-d'œuvre agricole, c'est les femmes. 98% des produits alimentaires agricoles sont assurés par les femmes. L'organisation de familles, nous devons penser à intégrer. Toutes les organisations de femmes doivent penser à intégrer ces aspects cités dans le processus de développement. Nous ferons de notre mieux pour que cela soit une réalité dans l'intérêt général, car le monde est en pleine mutation. Au-delà de ces thématiques qui seront débattues le 7 mars, le Grand Théâtre National va accueillir les 13 délégations régionales, les femmes de Dakar et les partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, toutes pour célébrer la femme sénégalaise. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et son homologue de la Gambie ont eu un tête-à-tête, l'occasion pour les deux ministres de revisiter la coopération entre ces deux pays. Voici Ousseynou Darbo au micro de Koumba Diakhatemar.
Cette visite marque un nouveau départ dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Nous sommes deux pays frères, donc avec mon homologue sénégalais, on a échangé à propos d'une coopération bénéfique pour les deux peuples. Vraiment, Sénégal, aussi, Ici, nous sommes bien accueillis par nos frères sénégalais. Nous en sommes très fiers et nous pensons que cette visite va répondre aux attentes des deux nations. Le ministre gambien des Affaires étrangères Ousseynou Darbo, à l'issue de son tête-à-tête avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye. Le procureur de la République a annoncé sa décision de transmettre le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar en juge d'instruction. Le but est d'ouvrir dès la semaine prochaine une information judiciaire contre le maire de Dakar, Serigne Bassirou Gueye, qui faisait face à la presse cet après-midi, est revenu sur les affaires du saccage de la maison du Parti socialiste, des événements survenus à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, entre autres René Massiga Diouf. Le procureur de la République n'y est pas allé par 4 chemins. Dès la semaine prochaine, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar sera transmise à un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire contre le maire de Dakar, une affaire pour laquelle il réfute toute connotation politique. Le problème n'est pas politique. La question était de répondre aux responsables des magasins de la mairie qui a dit, alors qu'on lui a posé la question de savoir est-ce que vous receviez chaque mois pendant de 2011 à 2015, est-ce que vous avez toujours reçu chaque mois la valeur de 15 millions de francs en mil et la valeur de 15 millions de francs en riz. Ce magasinier a dit que de 2011 à nos jours, il n'a pas reçu un grain de riz, il n'a pas vu un grain de mil. Et c'est un proche collaborateur, M. Khalifa Sall. Il devrait s'agir plutôt de justifier le montant. 2,830 milliards qu'on a pris des caisses et qu'on ne peut pas justifier. Pour lui, les auditions du personnel de la mairie sont carrément révélatrices du caractère faux de certains justificatifs. Les pièces fournies de son avis sont clairement fictives. Il a battu en brèche des informations selon lesquelles le maire de Dakar aurait refusé de répondre aux questions des enquêteurs. C'est à l'assertion du DAF de la mairie, proche collaborateur de M. Khalifa Sall, qui, aux inspecteurs généraux d'État, a écrit, qui, seul devant les enquêteurs de la DIC, a dit, qui, devant M. Khalifa Sall en confrontation, a répété que tous les papiers, toutes les pièces qui ont été confectionnées sont faux et n'étaient destinées qu'à couvrir le fait que moi, DAF, je récupérais les 30 millions que je remettais en main propre à M. Khalifa Sall. Il a évoqué l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste, celle relative à la mort de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, les événements survenus à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ou encore la procédure de divorce entre l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et son épouse, entre autres. Sur le saccage de la maison du Parti socialiste également, il indique une procédure judiciaire normale. Que n'a-t-on pas entendu de justice manipulée, de justice politique, de justice partielle, alors qu'il ne s'agit que d'une affaire de violence dont certains ont prétendu être les victimes. La police en a été saisie pour élucider l'affaire. Le procureur de la République que je suis suit l'affaire. On a parlé d'acharnement. Or, là aussi, il faut dire qu'il ne s'est agi que d'une affaire de droit commun dénoncée par un citoyen qui s'est trouvé pour l'occasion être le secrétaire général du parti politique. Le dossier sur la mort du transitaire Eliman Touré suit son cours, ainsi que l'affaire de la mutinerie de la maison de Rebeuss, a-t-il ajouté. Le procureur de la République a terminé son point de presse par l'information sur le démantèlement des gangs qui terrorisent les populations ces derniers temps. Il a surtout dit sa détermination à désormais ne plus permettre ce qu'il qualifie d'attaque inacceptable contre la justice.
Transformation des titres précaires en titres fonciers. Le cadastre intervient dans le processus. Il délivre l'extrait de plan cadastral obligatoire dans les dossiers à constituer. La délivrance étant désormais gratuite, le cadastre s'organise pour accueillir les demandeurs. Il a par ailleurs entamé sa communication sur l'importance de l'extrait de plan cadastral. Rougui Yatouba. Au sein de la Direction générale des impôts et domaines se trouvent les services du cadastre. Considérés comme les géomètres de l'État, ils établissent le plan cadastral. Le plan cadastral, c'est, si vous voulez, une photographie du territoire où on peut avoir les limites des titres des propriétés, les limites de la voirie, les différents réseaux, également les bâtiments existants au niveau de ces propriétés. Les communes sont divisées en sections et les sections sont divisées en parcelles. La parcelle, donc, c'est l'unité de base qui est identifiée par ce qu'on appelle un numéro d'identification cadastrale, qui est un numéro qui est unique. La précision est la règle pour le cadastre, habilité à délivrer l'extrait de plan cadastral. Avec ce plan, on a la possibilité de faire un extrait qui va nous permettre en tout cas de faire pour plusieurs usages, notamment les extraits de plan pour les autorisations de construire. On peut avoir également des extraits de plan pour d'autres usages. L'extrait de plan que nous délivrons le plus, c'est l'extrait de plan pour l'autorisation de construire. Cette pièce doit figurer dans le dossier à constituer afin de bénéficier de la transformation d'un titre précaire en titre foncier. Elle était obtenue après paiement de frais alors fixés à 16 700 francs. Désormais, sa délivrance est gratuite. L'État renonce à des recettes, aussi bien dans la cession que dans les frais d'enregistrement, dans les frais de conservation foncière, mais également dans la délivrance également de ces plans qui doivent être dans la procédure de transformation des PO en titres fonciers. En 2016, pour les parcelles assainies, seules 416 demandes d'extrait de plan ont été adressées au cadastre. La demande est faible dans une zone où l'on compte peu de détenteurs de titres fonciers. La réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, prévoit une croissance de 7% au sein de l'Union pour 2017. L'inflation a connu également une légère baisse. La Banque centrale va diminuer à partir de mars les réserves obligatoires applicables aux banques pour un meilleur fonctionnement du réseau interbancaire. Ndeye Aïdja. L'apport financier des banques auprès de la BCEAO va baisser de 200 points à partir du 16 mars 2017. Cette mesure du comité de politique monétaire vise à améliorer le fonctionnement du système interbancaire. Nous avons la préoccupation de voir le marché interbancaire fonctionner de façon harmonieuse. Et quand il faut que ça fonctionne, alors il faut... les réserves obligatoires, c'est les réserves que nous demandons aux banques de constituer auprès de nous. Donc, à partir d'un certain moment, quand nous voyons que les banques peuvent avoir sur le marché interbancaire de ces ressources, mais nous permettons que ces banques puissent les utiliser sur le marché. Le comité de politique monétaire de la BCEAO explique que l'année 2016 s'est terminée par une baisse du taux d'inflation, se situant à moins 0,3% dans la zone franc. Selon toujours la BCEAO, les opérations hebdomadaires d'injection de liquidités ont connu une hausse de 1% entre 2015 et 2016. Au même moment, la croissance s'est établie à 6,5% et pour cette année 2017, la BCEAO donne une prévision de 7%. Nous avons les prévisions de croissance, nous avons les prévisions de production et que nous suivons pour voir si c'est réalisable ou pas. Si c'est réalisable, nous maintenons nos taux. Et si ce n'est pas réalisable, nous modifions nos taux en tenant compte éventuellement de ce qui est possible d'être réalisé. Pour l'instant, nous maintenons nos taux en disant que l'activité économique va se poursuivre avec une croissance qui sera dans l'ordre de 7%. Au niveau international, l'économie mondiale se porte plutôt bien avec des perspectives intéressantes pour les pays de l'Union. Les principaux produits exportés ont connu une hausse à l'exception du cacao et de l'or. Dans la suite de notre série des métiers sur le bâtiment, immersion ce soir dans l'environnement des peintres en bâtiment. Les peintres habillent les murs et les plafonds. Ce sont de véritables maîtres dans l'art des finitions. La grande majorité des peintres travaillent comme ouvriers sur des chantiers. Nous vous proposons de descendre sur un chantier en plein cœur de Dakar pour poser des revêtements avec Luis Bidza.
Dans une position inconfortable, perché sur une échelle, Ousmane Dianka, peintre en bâtiment, apporte ici la touche finale à ce chantier. Papier, pour faire de la peinture, il faut du papier, un pinceau, un rouleau, une échelle, en plus d'un couteau. Mais avant de recouvrir les murs et les plafonds de revêtement, le peintre procède à la préparation des surfaces, passe de l'enduit, lessive, décape et ponce les murs. Il faut d'abord faire l'enduit avant de faire la couche de propreté. Le travail de ces peintres se fait en plein air et à l'intérieur. Dans ce cas de figure, le mélange de coloris doit être précis. Justement, le chef de chantier a loué l'expertise des ouvriers dévoués dans ce domaine. Donc pour la composition, j'ai fait de la titane, du kaolin, du notre sol. Une fois le mélange fait, le peintre passe le liquide en plusieurs couches rouleaux sur les grandes surfaces. Le pinceau sert à réaliser les finitions. Il y a peinture à huile, il y a plusieurs types de peinture. Il y a à l'huile, il y a Gilatex, il y a l'enduit, il y a Sana. Tout le marché me revient à 1 million. Et pour ne pas bâcler les finitions, il accorde plus de l'importance aux travaux qu'au délai demandé. Il y a des maisons qui doivent prendre 6 mois, il y a des maisons qui doivent prendre 8 mois, il y a des maisons qui doivent prendre 4 mois, ça dépend de la surface de terrain. Un mur ou un plafond bien recouvert dure plusieurs années avant une éventuelle rénovation. Donc la peinture peut durer 10 ans, à moins que le propriétaire décide de changer la couche. Travailler sans masque ni gants pourrait poser de sérieux problèmes de santé. La peinture à l'eau, une peinture sans odeur, mais pas sans danger. Il y a une odeur de produits chimiques, il faut que tu prennes ton masque pour protéger ton bonne santé. À la question de savoir comment limiter les dangers de la peinture pour la santé, la réponse est toute trouvée. Donc il y a beaucoup de risques pour la peinture. Donc par exemple, si on fait de la peinture à l'huile, à la descente, on prend de lait ou de la soupe pour se prémunir. Qu'il soit professionnel ou amateur, le métier nécessite une habileté manuelle, de la minutie et du soin. Le peintre en bâtiment doit également faire preuve de créativité, avoir une sensibilité esthétique concernant les couleurs et leur harmonie. Vendredi prochain, nous vous proposerons toujours avec Luis Bizal le métier d'électricien de bâtiment. Parlons à présent du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous parlons ce soir des représentants du Sénégal dans les sections courts-métrages et séries télévisées. Il s'agit de Fatou Touré et de Lahad Won avec respectivement La Promesse et Tundououndou. Pour les deux jeunes réalisateurs, c'est une première participation à la grand-messe du cinéma africain. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Oumindour et El Haji Malik Dien ont pris part ce matin à la projection de presse et il y avait foule, nous disent-ils. Avec La Promesse, Fatou Touré attaque de front un fait socio-religieux qu'elle tente de cerner depuis longtemps, la polygamie. Tu es rentré tard aujourd'hui, mon cœur. La polygamie, c'est un sujet que je vis depuis ma tendre enfance parce que ça fait partie de notre société sénégalaise, musulmane. Donc c'est quelque chose que je vois depuis toute petite et ça m'a accroché. Je me suis dit que j'allais en parler. C'est un sujet que j'ai écrit avec mon point de vue à moi, donc je l'expose maintenant au public. J'ai épousé une deuxième femme aujourd'hui. Ce court-métrage de 13 minutes représente le Sénégal à la compétition officielle à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Mais pour la jeune réalisatrice, plus qu'une compétition, cet événement est surtout une niche d'opportunités. C'est un rêve qui se réalise pour moi. J'attends de FESPACO d'avoir plein d'expériences, un nouveau carnet d'adresses, voir plein de films. En section série télévisée, c'est Abdullah Hadouane qui porte les couleurs du Sénégal avec Tundououndou. Derrière ce thriller plein de rebondissements sur fond d'amour impossible, Lahad Won invite à une réflexion sur sa société.
quand on est riche, le plus souvent on bénéficie de l'impunité. Donc on a vu plusieurs cas, ainsi de suite. Donc c'est un peu pour dénoncer et parler de l'équilibre social. À l'image de la presque totalité des jeunes réalisateurs présents à Ouagadougou, Fatou Touré et Lahadouane ont dû batailler ferme pour sortir leur production. Ils savourent donc pleinement cette sélection en compétition officielle au FESPACO 2017. On a rencontré beaucoup de problèmes pour le faire. Donc si on se retrouve aujourd'hui à compétir pour le FESPACO, franchement c'est une grande reconnaissance et c'est énorme pour nous. Donc avec le trophée ce serait mieux, mais même sans le trophée c'est déjà très bien. Quoi qu'il arrive, Lahadouane annonce qu'il va continuer l'aventure Tundubundu qui est déjà diffusée sur une chaîne panafricaine. De son côté, Fatou Touré peut déjà se targuer d'avoir décroché le prix de la meilleure fiction UEMOA à l'édition 2016 de Cap Ivoire. D'autres échos du FESPACO dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux. Les politiques au chevet des populations. Le maire de la commune de Tchombi vient de doter sa collectivité d'une ambulance médicalisée. Désormais, le poste de santé de cette localité du département de Kaolack pourra faire ses évacuations en toute sécurité. Fatou Saro. Les populations de la commune de Tchombi ont accueilli cette ambulance médicalisée destinée à leur poste de santé avec un ouf de soulagement. Cette ambulance-là est un don qui a été accepté par le conseil municipal et la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de ce don-là au poste de santé de Tchombi. C'est une aubaine pour les populations. Tout le district va en bénéficier. Elle va permettre de faire des évacuations dans des conditions optimales et éviter ainsi les pertes de vie. Ce don de la commune rentre dans le cadre des compétences transférées aux collectivités locales avec l'acte 3 de la décentralisation. Les collectivités locales sont les démembrements de l'État. Tout ce que vous faites en appoint à la politique de l'État. C'est l'État aujourd'hui qui devait donner des ambulances à tous les postes de santé. Mais nul n'ignore que l'État n'en a pas encore les moyens. Mais l'État a aménagé un cadre juridique qui vous permet aujourd'hui de nouer des partenariats comme celui que le maire et d'autres maires ont déjà noué pour obtenir certains résultats que nous avons salués. Cet engin a sauvé des vies. Tchombi l'a obtenu grâce aux relations de son premier magistrat. Elle fait la fierté de tout le département, en ce sens qu'elle démontre l'investissement et l'engagement des maires auprès des populations locales. Nous comptons en tout cas multiplier ces actions-là, parce que nous pensons, en tout cas nous avons dit, d'ailleurs nous ne pensons pas, nous sommes venus dans la politique pour voir quel apport nous pouvons apporter à nos populations et à notre zone. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous servir. Donc tout ce que nous ne pouvons pas faire, en tout cas nous allons essayer d'avoir des personnes pour nous aider, disons, à faire de sorte que les populations puissent en bénéficier. Cette cérémonie de remise de dons a rassemblé populations, autorités administratives, politiques et religieuses du département de Kaolack. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a financé les projets de formation et d'insertion dans des régions centrales du pays. Le financement permettra à 500 personnes d'avoir une formation qualifiante. La cérémonie de lancement a été une occasion pour le Fonds de remettre 103 bourses de formation aux jeunes de Kaolack d'Amsila. Le renforcement du capital humain constitue un axe stratégique majeur du plan Sénégal émergent qui vise à mettre en place d'ici à 2025 un ensemble de projets structurants à fort contenu de valeur ajoutée et d'emploi. Conscient de cela, le 3FPT s'est engagé à financer des projets de formation et d'insertion dans la zone centre. Le fonds a lancé 6 projets. Ces projets de formation et d'insertion visent l'ouverture des centres de formation dans leur environnement économique immédiat. C'est des projets très innovants qui partent de l'agroécologie à l'élevage, à la transformation du sel, au maraîchage, mais qui impliquent des acteurs locaux, notamment le privé local, notamment les partenaires publics locaux, mais notamment aussi les collectivités locales. Le coût du financement des projets de formation et d'insertion des régions centres s'élève à 221 millions de francs CFA et concerne 6 établissements de la zone. Le projet a pour ambition, dans la zone centre, de former et de faciliter l'insertion pour 510 jeunes et femmes. C'est ainsi donc que 6 centres de formation ont été choisis
Je veux citer donc les centres de Nioro, de Diourbel, Fatick, Birkelane, Mbacké et Kaolack pour la phase d'expérimentation. Cette cérémonie de lancement du financement des projets de formation et d'insertion a été aussi une occasion pour le 3FPT de remettre 103 bons de formation aux jeunes de Kaolack. Une façon d'apporter une réponse à la qualification professionnelle et technique des jeunes. Mais on ne peut avoir de via pour le développement si nous n'avons pas une ressource humaine de qualité. Ce sont les ressources humaines de qualité qui portent le développement au niveau local. Ce sont les ressources humaines de qualité qui portent, qui ont la vision et qui supportent l'économie locale, que ce soit les maires également ou les présidents de département. Donc cette initiative, elle est très belle. Nous la saluons. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accéder à l'émergence sinon par des formations professionnelles de qualité, mais sinon pas également des centres de formation professionnelle de qualité. C'est pourquoi ce projet